Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de reverse proxy mais surtout de sécurisation du reverse proxy avec Ocelia. Puisque ce que vous avez devant vous c'est mon portail d'applications web auto-hébergé. Tout un ensemble d'applications que j'utilise au quotidien, alors soit pour par exemple stocker mes documents, mes photos comme Nextcloud, piloter mon logement comme mon installation domotique JDOM, du streaming vidéo avec l'application Jellyfin et trousseau de mots de passe avec l'application Bitwarden. Toutes ces applications-là sont des applications donc auto-hébergées, donc que j'héberge chez moi sur un serveur qui m'est propre, mais disponibles à la fois en local chez moi mais aussi sur internet. Évidemment, pour des applications disponibles sur Internet qui contiennent des données confidentielles, personnelles, comme ce que j'ai pu vous décrire, vous ne voulez pas que n'importe qui ait accès à ce type de données, et donc vous devez sécuriser l'accès à ce type d'application. Et c'est pour ça que je vais vous parler d'Ocelia. Ocelia est un applicatif qu'on peut déployer à côté d'un serveur Swag pour sécuriser le serveur Swag et gérer les accès à toutes ces applications-là. Alors si vous vous demandez ce que c'est que le serveur Swag, le reverse proxy, évidemment, si vous suivez mon contenu, normalement vous l'avez déjà vu, puisque j'ai fait une playlist dont vous retrouverez le lien dans le petit i en haut à droite, une playlist où j'évoque l'installation que j'ai chez moi, en tout cas une partie de l'installation que j'ai chez moi, avec une vidéo où je vous présente mon serveur NAS, et le serveur NAS c'est la machine qui est ici, sur laquelle j'ai un de mes reverse proxy qui est installé. Cette machine, je l'ai installée en vidéo, donc je vous ai présenté en vidéo le choix des composants, comment installer les composants, comment démarrer cette machine, installer un système d'exploitation, installer du Docker, installer le reverse proxy dessus. Donc normalement vous avez vu un tas de choses, et ensuite je vous ai fait deux vidéos. Une vidéo de découverte du reverse proxy Swag, donc qu'est-ce que c'est qu'un reverse proxy, à quoi il faut faire attention, etc. Et une deuxième vidéo d'installation du reverse proxy, mais de manière basique, non sécurisée. Et donc dans cette vidéo, on va voir la sécurisation du reverse proxy, et je vais vous montrer tout de suite en quoi ça consiste. Ici, vous êtes devant la page de connexion d'Ocelia. Ocelia a détecté que j'essaie de me connecter à mon portail d'application, ou à une application, peu importe, et joue une politique de sécurité qui est adaptée à ce type d'accès. Ici, pour Ocelia, j'essaie de me connecter depuis Internet, et donc Ocelia va me demander un nom d'utilisateur, un mot de passe, ce que je peux saisir facilement, et juste derrière, il va me demander en plus un mot de passe à usage unique. Alors le mot de passe à usage unique, ou one-time password, c'est le genre de service auquel vous pouvez avoir accès ici, avec des logiciels de ce type-là, qui vont vous générer un code unique à saisir pour vous authentifier, pour être sûr que c'est vous. Donc ici, je saisis mon mot de passe à usage unique, et vous voyez que je suis authentifié, et je vais avoir accès à l'application qui se trouve derrière. Deuxième exemple, je suis connecté directement sur mon réseau local, donc soit par un réseau filaire, soit connecté sur mon réseau Wi-Fi à l'intérieur de chez moi. Donc Ocelia sait que le niveau de sécurité peut être abaissé puisqu'a priori le risque est moindre, et surtout s'il me demande un one-time password à chaque fois ça risque de devenir un petit peu lourd. Donc quand je suis à l'intérieur de chez moi, connecté sur mon réseau local, ici si je valide mon nom d'utilisateur mot de passe, j'ai accès directement au portail ou aux applications, et ensuite, étant donné que c'est géré par un cookie de session, j'ai aussi accès à n'importe quelle application sans avoir besoin de me réauthentifier. Donc si par exemple je vais sur LibreSpeed, j'ai accès à cette application-là sans avoir besoin de me réauthentifier. Voilà ce que permet de faire Ocelia. Ocelia permet de faire plein d'autres choses comme de l'OpenID Connect, mais ça on le verra pas dans cette vidéo, donc si c'est ce que vous attendiez, ce sera dans une potentielle future vidéo, je ne sais même pas si je la ferai. Ici, je vais me focaliser sur les fonctionnalités de base de Ocelia. Déjà, je vais vous montrer pas mal de trucs assez intéressants. En particulier, comment le déployer, comment le brancher sur votre reverse proxy Swag, et comment ensuite pouvoir l'utiliser correctement, le configurer et l'utiliser. Je vous conseille quand même, quoi qu'il arrive, d'aller sur la page de documentation d'Ocelia. Dedans, vous aurez tout ce qu'il faut pour configurer votre reverse proxy, surtout vous aurez la documentation de référence. Donc par rapport à tout ce que je peux vous expliquer, ici vous aurez une documentation fiable. Ma vidéo c'est plus pour vous mettre le pied à l'étrier, vous montrer comment ça fonctionne, vous montrer comment je l'ai déployé, mais je vous montrerai pas tous les cas de figure, donc évidemment vous aurez besoin d'aller voir ce type de contenu si vous voulez en savoir plus. On est parti pour l'installation, la configuration et l'intégration d'Ocelia sur Swag. Je le fais dans mon environnement virtualisé. Donc j'ai une machine virtuelle avec OpenMediaVault, Docker d'installer, donc Portainer et compagnie. Je l'ai évidemment aussi en production, mais ici l'objectif c'est de vous montrer toutes les étapes, et donc pour ça il me faut une machine évidemment distincte pour être sûr de vous montrer les bonnes étapes et dans le bon ordre. Donc moi je fais toutes les étapes, toutes celles que je vous montre, donc forcément je sais que ce que je vous explique marche au moment où je fais cette vidéo. Et évidemment, allez voir dans la documentation d'Ocelia, vous aurez toutes des informations autour de la configuration, donc comment se configure Ocelia, mais surtout comment il s'intègre, donc son déploiement, donc nous on va faire un déploiement Docker via Docker Compose, donc vous avez ici quelques exemples
Des déploiements light et local, on va le voir dans un instant, déploiement Kubernetes, mais ça c'est un petit peu plus poussé, ou déploiement bare metal, donc si vous voulez directement l'installer sur un système par exemple Linux. Vous avez aussi comment configurer les proxys, dont le proxy Swag. Si vous voulez l'intégrer avec Swag, bah, c'est ici qu'il faudra aller regarder. Donc la première étape, en tout cas celle que j'ai envie de vous montrer, la manière dont j'ai envie de vous montrer comment on fait, c'est d'aller dans la stack Swag, et dans la stack Swag, on va rajouter un service. Donc dans le principe, Docker Compose vous permet de déployer un ou plusieurs services, et comme je considère que la partie reverse proxy, donc Swag, va avec la partie Ocelia, moi je les mets dans le même stack. Vous pouvez très bien, si vous préférez, créer une stack dédiée Ocelia, ça peut être aussi une option. Donc je colle ici ma configuration de service. Donc c'est un service au même niveau que Swag, hein, donc Ocelia. L'image, c'est l'image officielle Ocelia, donc Ocelia, sous-entendu Ocelia les tests. Évidemment ici je suis dans un exemple, si on n'était pas dans un exemple, on mettrait une version. Ici on mettrait 2 points, un numéro de version précis d'Ocelia. Je le déploie dans un conteneur qui s'appelle Ocelia, c'est hyper important parce que c'est ce conteneur-là qui va donner le nom à la machine, la pseudo-machine Ocelia, et donc c'est par ça qu'elle est connue sur le réseau Docker. Et donc il faut absolument que cette machine ait le nom Ocelia, son nom de machine, pour qu'elle soit reconnue par le réseau local. Je vais vous montrer un petit peu plus loin dans les configurations, vous verrez que c'est important ce nom Ocelia. Et enfin, une dernière chose, c'est le volume. Donc moi je passe par un volume, et je vais créer un volume sur lequel je vais demander à Docker de déployer Ocelia, donc je le mets ici, dans Home Docker AppData Ocelia config, donc en fait je fais exactement la même config que pour Swag, sauf que je le mets dans un répertoire qui s'appelle Ocelia. J'enlève Dune, puisque ça c'est ce que j'ai en production, et c'est tout. Je ne spécifie pas de port, pas besoin. Une fois que c'est fait, j'ai juste à faire Update the stack. Donc on laisse tourner, normalement il va y avoir une petite notification qui va apparaître, voilà, ici. Et vous voyez que maintenant, dans la stack, j'ai 2 conteneurs. Donc si on va aussi dans la liste de conteneurs, vous le verrez ici. Donc j'ai Swag et j'ai Ocelia. Mais si on va dans Ocelia et qu'on regarde les logs, la configuration est incorrecte parce que c'est sa configuration par défaut à Ocelia, celle qui est déployée par le conteneur, par l'image. Et donc, elle ne permet pas de faire fonctionner Ocelia de manière correcte. Alors nous, ce qu'on va sécuriser dans cette vidéo, c'est probablement pas ce qu'on voudrait faire de base, c'est Nextcloud. Il n'y a pas normalement besoin de sécuriser Nextcloud avec Ocelia, parce que Nextcloud déjà est sécurisé de base par le serveur qui est intégré, et en plus, Nextcloud a un système d'utilisateurs, donc on le voit ici, c'est l'utilisateur admin qui est actuellement connecté sur l'instance Nextcloud, et du coup il gère lui-même ses utilisateurs, donc a priori il n'y a pas besoin de protéger Nextcloud par Ocelia. Mais je vais quand même vous montrer comment on le sécurise, parce que derrière on fera dans une potentielle future vidéo de l'OpenID Connect, donc pour se connecter en admin directement via Ocelia, et donc il faudra réutiliser ce qu'on a fait. Donc ça me permet aussi de mettre en place les briques nécessaires pour derrière faire la vidéo plus facilement sur OpenID Connect. Donc ce qu'on va sécuriser, c'est le proxy Swag Nextcloud, on va activer Ocelia dessus. Mais la première étape avant toute chose, c'est déjà de configurer Ocelia. Donc je me connecte à la machine via la petite astuce que je vous ai indiquée dans une vidéo dédiée, donc comment utiliser Visual Studio Code pour se connecter à la machine. Et j'ouvre le dossier, donc ici vous avez vu c'est Home, Docker, et puis AppData, donc j'ouvre ce dossier-là, et comme ça vous allez voir directement dans cette interface-là, vous verrez les différents fichiers s'ouvrir et être manipulés. Alors si on regarde ce qui a été déployé par Ocelia, donc vous voyez ici Ocelia config, vous voyez qu'il y a un configuration YAML qui a été déployé, mais ce configuration YAML c'est un fichier de base. Alors, je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien voir, mais ici dans ce fichier-là, il n'y a absolument rien qui est préconfiguré, enfin il y a quand même quelques petits trucs qui sont préconfigurés, vous verrez qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes, mais il y a quand même des choses non configurées, dont la possibilité ici de mettre un JWT secret et tout ça. Là il n'y en a pas, et donc forcément ça ne marchera pas par défaut. Donc on va passer en revue les paramètres de configuration. Évidemment, je vais pas m'arrêter sur tout, je vais juste vous dire les endroits où il y a besoin de modifier la configuration, et évidemment il faudra aussi adapter avec ce que vous avez défini en local. La première étape, c'est de définir ce secret ici. Alors pour générer les secrets, vous avez la documentation Ocelia qui vous explique comment faire. Alors personnellement, pour générer les secrets, ce que je fais, c'est que je spécifie une variable d'environnement ici qui décrit la longueur du secret, donc ici 64 caractères. Et ensuite, je colle cette commande qui génère des caractères alphanumériques de manière randomisée de la longueur 64. Donc je lance cette commande et vous voyez qu'ici ça me génère une chaîne aléatoire de 64 caractères. Donc vous pouvez booster un petit peu la longueur si vous le souhaitez, mais en tout cas la première étape c'est de générer ici
un secret. La redirection URL, on n'en a pas nécessairement besoin, donc vous pouvez le désactiver si nécessaire. Le second facteur d'authentification par défaut, pas besoin de le spécifier, ça va se faire tout seul par défaut. Pour la partie serveur, l'hôte, en général, on laisse toujours 0000 et le port 9091, c'est normalement le port sur lequel démarre Ocelia par défaut. Par contre, le pass, très important, il faut le spécifier à Ocelia. Read, write buffer, vous les laissez tel quel, et les différentes variables, vous les laissez tel quel, et on ne configure pas ici de TLS, pas besoin. En ce qui concerne les logs, pour le moment, je laisse en log level debug. Vous, si vous conservez votre installation Ocelia sur du long terme, une possibilité, c'est de remplacer par ce type de configuration, donc passer en erreur pour n'avoir que les logs de sévérité les plus critiques, les mettre au format texte si vous n'avez pas besoin en fait de les exploiter, ou si éventuellement vous voulez mettre en place du fail to ban, c'est plus facilement faisable fail to ban avec un format texte, et l'écriture dans un fichier, ça c'est toujours si vous voulez faire du fail to ban sans utiliser la sortie standard. On peut aussi utiliser la sortie standard, mais c'est plus compliqué. Donc là ici je ne le fais pas, je le laisse en debug, mais c'est possible aussi, vous voyez très facilement de changer le niveau de log et de pousser ces logs dans des fichiers dédiés pour pouvoir derrière surveiller ce qui se passe sur votre installation Ocelia. Par contre, pour la partie second facteur, alors je le configure tout de suite, puisqu'en issuer, vous devez mettre votre domaine, donc ici c'est un domaine DuckDNS, vous mettez bien votre nom de domaine, en algorithme, en digits et compagnie, vous laissez tout par défaut. Le reste, je le laisse désactiver, donc duo webhostn, je le laisse désactiver. NTP, il est activé par défaut et la configuration est correcte, vous pouvez l'adapter si vous voulez. Pour la partie autorisation, ça c'est pareil, vous pouvez laisser ça tel quel. Par contre, on arrive à une section qu'il va falloir configurer, c'est la partie gestion des utilisateurs. Alors les utilisateurs, on peut les mettre dans une base de données, on peut les mettre dans une base de données légère. À vous de voir. Le LDAP, moi je trouve que c'est beaucoup trop compliqué pour du particulier, on va pas se lancer dans du LDAP. Par contre, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire une intégration légère. Alors, c'est pas forcément la meilleure intégration à faire en production, mais on va utiliser donc le fichier de config qui est ici. Donc, on colle la section qui est là, on la colle ici, on la laisse telle quelle, donc config user database YAML. Par défaut, ce fichier va être créé au prochain démarrage d'Ocelia, et ce fichier est protégé de cette manière-ci. Donc, les algorithmes de création de compte, c'est de l'argon to ID, et puis vous avez ici les complexités, donc nombre d'itérations, longueur de clé, des choses comme ça, pour la complexité de génération de mot de passe. Pour la partie password policy, là ici, moi je vais le désactiver. Alors je le désactive, mais normalement sur une installation de production, vous le laissez activer, c'est pour définir la taille en fait minimale d'un mot de passe, la taille maximale, et puis la complexité. Donc ici vous avez des informations de complexité avec aussi un algorithme ici de calcul de complexité de mot de passe. C'est ce qui vous permettra de vérifier que les utilisateurs saisissent des mots de passe suffisamment complexes quand ils rentrent un mot de passe sur Ocelia. Ici, comme c'est pour du test, je peux le désactiver, il n'y a pas de risque critique. Et ensuite, on arrive à l'étape la plus importante, qui est l'Access Control Configuration. Donc ici, c'est là où vous allez donner accès ou pas à votre réseau Ocelia. Donc l'Access Control ici, par défaut, la politique c'est Deny, ça veut dire que si jamais il n'y a pas une règle qui match en dessous, eh bien, votre requête va être rejetée. Donc vous ne pourrez pas accéder au site. Donc par défaut ici, si j'ai pas explicitement dit ce qu'on doit faire de Nextcloud, par exemple, eh bien ce sera rejeté, c'est ce qu'on veut. Par défaut, tout ce que Ocelia ne connaît pas, il doit rejeter, par sécurité. Et ensuite, vous avez ici la possibilité de définir des réseaux. Donc ici, on va en définir un seul, qui est le réseau interne. Alors pour le réseau interne, faites attention que votre type d'adressage soit bien dans la liste. Ici, vous voyez que j'avais pas l'adressage de mon réseau local, qui est en 192.168.0. quelque chose. Et donc, il n'y avait pas dans cette liste d'adresses IP, il y avait du 10. quelque chose et du 72.16 quelque chose. Donc forcément, ça n'aurait pas marché. Ocelia n'aurait pas pu identifier les adresses locales de mon réseau local en tant que local. Donc il faut bien faire attention à les enlever. Et puis ensuite, en dessous, vous avez des exemples. Donc là, c'est la section Rules, donc ce sont les règles. Donc ici, ce sont les exemples. Évidemment, les exemples, vous vous en inspirez, mais vous les supprimez du fichier. Hein. On les laisse surtout pas en place, puisque ça va ouvrir des accès à des choses auxquelles on ne veut pas. Donc voilà les règles que j'ai mises par défaut pour commencer. Évidemment, vous devrez mettre probablement des règles beaucoup plus complexes, mais par défaut, j'ai mis une première règle qui dit si tu vois du nextcloud.gtst, blablabla, la politique, ça va être bypass. Ça veut dire que Ocelia ne rentre pas en jeu et va laisser filer les requêtes. Donc là, c'est juste pour ne pas casser Nextcloud tel qu'il est actuellement, je laisse filer. Et puis, j'ai mis en place deux autres règles pour dire que n'importe quel sous-domaine de mon domaine, si je suis sur le réseau interne, c'est-à-dire si l'adresse IP d'origine est identifiée comme venant de mon réseau interne, je demande une authentification avec un seul facteur, donc nom d'utilisateur, mot de passe. Par contre, si le réseau est un réseau externe, donc c'est-à-dire si l'adresse IP vient d'Internet ou si l'adresse IP n'est pas identifiée dans la liste des réseaux internes, dans ce cas-là, deux facteurs,
pour pouvoir mettre un mot de passe à usage unique, pour être sûr que l'authentification se fait bien avec non seulement un mot de passe, mais en plus la confirmation via un second facteur, donc ici sera probablement le générateur d'identifiant unique. Ensuite ici, vous avez la partie session. Alors la partie session, elle sert à stocker les cookies d'authentification. Donc évidemment, pour les cookies d'authentification, il faut les assigner à votre domaine. Donc ici, vous avez juste à changer domaine, et vous mettez bien votre nom de domaine ici. Le reste, vous pouvez le laisser tel quel. Moi, je désactive la partie secret, puisque c'est utilisé que par Redis, donc il n'y en a pas besoin. Pour la partie Redis, on ne fait pas, c'est comme LDAP, ce sont quand même des cas d'utilisation qui sont assez poussés, et donc bien au-delà, je pense, de ce que les gens viennent chercher avec mes vidéos, donc je ne fais pas la partie Redis. Regulation, c'est juste pour vérifier les attaques à force brute, donc ce sera à régler si vous voulez, mais par défaut, un utilisateur ne peut essayer que 3 fois de s'authentifier. Si jamais il y a un souci, il y aura une politique de ban qui va être mise en place automatiquement avec ces deux valeurs-là. Donc l'erreur tentative et le ban définitif en fonction de ce que l'utilisateur a essayé de faire. Et enfin, un truc qui est important, c'est la partie sécurisation du stockage. Donc le stockage, vous avez le stockage local, le stockage MySQL et le stockage Postgres. Pour le stockage, vous décochez ici, vous décommentez la partie encryption key et vous générez toujours de la même manière ici une clé d'une longueur d'au moins 20 caractères. Donc à vous de voir, mais normalement la même méthode ira très bien, puisque une longueur 64 ira très bien. Et nous, on va partir sur un stockage local dans un fichier SQLite, donc un fichier, enfin une base de données type fichier. Donc c'est très léger, mais par contre, c'est évidemment pas peu performant, mais on va dire peu adapté à des situations de production. Donc normalement, ce que vous conseille Aucelia, c'est que cette section-là est décommentée par défaut, donc elle se trouve dans cet état-là, et normalement vous devez déployer un serveur MySQL sur lequel vous créez une base de données pour Aucelia avec un nom d'utilisateur, un mot de passe, voilà, pour pouvoir avoir quelque chose de performant, de fiable, de robuste et tout ça. Vous avez aussi le support de PostgreSQL si vous préférez, mais moi je pars sur du DBLite, enfin du SQLite, ça suffit largement de stocker tout ça dans un fichier. La partie SMTP, c'est important à régler, mais ça je vais pas l'expliquer dans cette vidéo, je vous laisse chercher en fonction de chez quel opérateur vous êtes, ou quel fournisseur d'accès vous êtes, etc. Ici, moi j'ai configuré du Gmail, mais Gmail c'est un petit peu complexe à configurer, il faut du one-time password spécifique en fait au compte Aucelia et tout ça, donc je rentre pas dans le détail, il vous faut la possibilité d'envoyer des mails en SMTP, c'est pour les récupérations de mots de passe, les choses de ce type-là, donc c'est pour ça qu'ici tout est flouté, c'est parce que je peux pas vous montrer, j'ai tous mes secrets qui sont écrits ici. Et enfin, partie Identity Providers, ça je vous montre pas, ce sera, je vous le dis, hein, le sujet d'une potentielle future vidéo. Si on parle d'OpenID Connect, eh bien ce sera ici qu'il faudra faire le réglage. Et donc normalement, c'est tout ce que vous avez dans ce fichier. Donc une fois que vous avez fini cette configuration, eh bien on va redémarrer Aucelia et on va vérifier si ça fonctionne. Donc pour redémarrer Aucelia, c'est extrêmement facile. On retourne dans le conteneur Aucelia, on fait Restart ici, et puis on va vérifier dans les logs qu'il n'y a pas de soucis. Donc le démarrage a bien fonctionné, on voit ici qu'on est sur Aucelia 4.36.2, et puis les logs indiquent donc qu'on est en debug, qu'on a une connexion au serveur SMTP qui est fonctionnelle, et puis il est disponible sur le serveur Aucelia, il est disponible sur le port 9091, le pass c'est slash, et le pass c'est slash Aucelia. Ici le serveur Aucelia est démarré, donc ça déjà tout va bien, par contre il est autonome, c'est-à-dire qu'il n'est pas branché sur le serveur Swag, donc si je retourne sur Nextcloud et que je fais un petit F5, forcément ça marche toujours puisque Aucelia a même pas été impliqué dans l'histoire. Donc il va falloir maintenant brancher Swag, le reverse proxy, avec Aucelia, pour qu'à chaque fois que Swag reçoive une requête, donc ici pour Nextcloud, mais il va falloir le faire pour tous les proxys que vous voulez sécuriser, eh bien il faut lui demander de faire suivre la requête à Aucelia. Alors pour ça c'est relativement facile, vous allez dans la partie Swag, vous allez dans, on l'a déjà vu, hein, dans Nginx proxyconf, et vous allez dans le proxy que vous voulez sécuriser. Donc ici, nous, on va aller dans Nextcloud, et j'ai choisi un proxy qui n'a pas, par défaut, une intégration Aucelia, parce que normalement, il n'est pas attendu d'être sécurisé par Aucelia. Mais on va le faire quand même. Donc pour pouvoir le sécuriser, on prend un proxy qui peut éventuellement être sécurisé par Aucelia, donc on va prendre du Open Media Vault, et vous avez toujours deux sections de configuration d'Aucelia. Vous avez, dans la partie serveur, donc déclaration de serveur, vous avez la partie configuration, donc Aucelia Server Conf, et dans la partie location, vous avez la section spécifique location. Donc on copie-colle ça dans le proxy de Nextcloud, comme ça je vous montre comment on sécurise même un proxy que vous feriez à la main, puisque par défaut le proxy Nextcloud ne fournit pas ce genre de choses. Donc on décommente évidemment les deux sections include, et là ça veut dire que ces fichiers-là vont être pris en compte pour le serveur et pour la location. Alors on va regarder ensemble en quoi il consiste vite fait, que vous ayez une petite idée. Donc il se trouve dans config Nginx, et vous les avez ici, donc Aucelia Server, c'est le premier. Donc déjà, vous voyez, super important,
ici vous avez une redirection vers Upstream Ocelia qui par défaut s'appelle Ocelia. Donc il faut forcément que dans votre réseau, en tout cas entre Swag et Ocelia, la machine s'appelle Ocelia. C'est pour ça que je vous disais c'était très important de bien nommer votre conteneur Ocelia, parce que ce sera le nom de machine d'Ocelia. Et vous avez ensuite ici, vous voyez apparaître encore une fois le port 9091, donc c'est pour ça qu'il faut bien le déployer par défaut, sinon ça marchera pas. Et ensuite vous avez toutes les modifications d'header HTTP, donc pour que la sécurisation se fasse de manière correcte. Donc ça c'était pour la partie serveur, et puis vous avez la partie location qui elle est spécifique entre vos ressources d'un conteneur donné, d'une machine donnée ou d'un service donné, avec Ocelia. Donc ici vous avez le deuxième fichier de configuration. Donc nous on a activé les deux, donc maintenant on peut redémarrer Swag, et vous allez voir que ça va être sans effet, puisque je vous rappelle on a fait un bypass. Donc déjà on redémarre Swag, on vérifie que ça continue à fonctionner, qu'on n'a rien cassé. Donc Swag est redémarré, ici je fais F5, et normalement on doit toujours avoir accès à Nextcloud. Donc ici j'ai pas changé le comportement. Par contre on va tout de suite vérifier qu'on peut aller plus loin. Donc on retourne dans le configuration YAML, on va à l'endroit où vous avez votre nom de domaine avec le sous-domaine qui est identifié, et ici on va passer de bypass en one factor. Donc ici une fois qu'on a passé en one factor, alors malheureusement il faut redémarrer Ocelia, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est pas des changements qu'on fait tout le temps, donc c'est pas très gênant. Donc vous redémarrez votre conteneur Ocelia, donc vous attendez bien qu'il redémarre, éventuellement vous vérifiez aussi dans les logs qu'il n'y a pas d'erreur, et vous faites ici F5. Et là vous voyez déjà que le comportement a changé, donc on est bien toujours sur le domaine sous-domaine Nextcloud, mais on a une redirection vers Ocelia. Donc ici on va me demander nom d'utilisateur, mot de passe. Alors vous allez vous demander quel est le nom d'utilisateur, le mot de passe à définir. Alors, je vais vous montrer. Par défaut, Ocelia en a généré un pour vous, alors évidemment c'est un exemple, mais il a mis ici un utilisateur qui s'appelle Ocelia, qui a un nom qui s'appelle test user, un pretty name, donc un nom pour apparaître à l'écran. Il a un mot de passe ici qui a été généré en Argon to ID, et ici c'est la version chiffrée qui veut dire Ocelia. Il a un mail qui est ocelia.com et deux groupes admin et dev. Donc on va tester ça tout de suite. Donc on va mettre Ocelia et quelque chose, et puis on va mettre Ocelia et Ocelia pour vérifier si ça fonctionne. Donc je tape Ocelia, ici je mets Toto, et je fais entrer, et vous allez voir qu'ici ça me dit non, nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect. Ici maintenant je mets Ocelia, et que je fais se connecter. Ici vous allez voir que je vais être connecté à Nextcloud. Donc j'ai sécurisé n'importe quel proxy, ici c'est un proxy Nextcloud, mais j'ai sécurisé ce proxy pour pouvoir y avoir accès. Alors imaginons qu'on veut créer un nouvel utilisateur, donc je vais le copier-coller, celui-là ça va aller plus vite. Donc l'utilisateur, ici cette section-là c'est son nom, donc on va lui mettre un nom, je vais l'appeler test, je vais juste changer son nom même si ça va pas changer grand-chose, donc ça on va être obligé de le régénérer. Évidemment on met pas en clair ici le mot de passe, puisque même si le fichier est sécurisé, il faut quand même se méfier. Donc on va mettre ici l'adresse email de votre utilisateur. L'adresse est importante, si jamais l'utilisateur oublie son mot de passe, c'est à cette adresse mail qu'il aura les informations pour pouvoir se reconnecter. Et puis ici vous pouvez choisir les groupes auxquels il appartient. Alors c'est vous qui définissez les groupes, par défaut ici c'est admin et dev. Vous pouvez rajouter d'autres groupes, vous pouvez enlever des groupes, c'est vous qui voyez. Donc ici, je laisse les deux mêmes groupes. Et le plus important ici, c'est de générer cette clé-là, qui correspond au mot de passe que vous aurez sélectionné. Donc pour pouvoir la générer, évidemment, il y a toujours dans la documentation d'Ocelia, il y a tout ce qu'il faut. Et vous avez en particulier ici la description de comment générer le mot de passe. Donc ici, vous avez la commande pour exécuter la génération de mot de passe. Donc on va en ligne de commande, ici, on a juste à copier-coller la commande, et comme mot de passe, on va mettre test. Pour être très original, le user s'appelle test, je mets test comme mot de passe. Donc ça génère ici le password sous forme de hash, en Argon to ID. Donc il suffit de copier la chaîne qui est là, vous la collez dans la section password, n'oubliez pas les guillemets, évidemment, et vous voyez que ça ressemble à la chaîne qui est au-dessus. Donc on peut sauvegarder ce fichier-là. Alors toujours, il faut redémarrer Ocelia, si vous voulez que ce soit pris en compte. Donc on retourne dans Portainer, on redémarre Ocelia. On est déconnecté de Nextcloud, on va essayer avec l'utilisateur qui s'appelle test, et puis on va mettre Ocelia, juste pour vérifier que ça fonctionne pas. Donc c'est rejeté, et par contre si je tape test, et je fais se connecter, voilà, on voit que Chrome est pas très content parce qu'un utilisateur qui a un mot de passe qui s'appelle test, c'est pas très fiable, mais en tout cas on voit qu'on passe la partie authentification, donc ça fonctionne bien. Dernière étape, on va maintenant sécuriser Nextcloud, mais on va monter d'un cran. On va demander l'utilisation d'un second facteur. Donc j'imagine que vous commencez à savoir comment ça marche, on retourne dans Configuration YAML, et ce qu'on va faire ici, c'est qu'au lieu d'avoir one factor, vous l'aurez compris, on met two factor. Donc il suffit de faire ça, redémarrer Ocelia, et là vous allez voir que maintenant on va avoir du second facteur. Donc on redémarre Ocelia, on attend qu'Ocelia soit redémarré,
c'est bon. On se reconnecte à Nextcloud, on tape donc test, on fait se connecter. Et là, vous voyez que on me reconnaît bien en tant que bonjour Other Test User. Donc Other Test User, hein, pour si vous vous rappelez pas, c'est exactement ce que j'ai mis dans mon fichier de base de données utilisateur. Donc c'est bien l'user qui s'appelle test, c'est son nom à l'écran, son pretty name, son nom joli. Vous voyez qu'on arrive sur une seconde page qu'on n'avait pas avant. Alors il y a bien la liste des méthodes. Vous avez mot de passe unique, clé de sécurité WebOSN et notification push. Alors je les ai pas désactivés. Évidemment, ça c'est directement lié à la configuration qu'on a vu tout à l'heure, la configuration Ocelia. Si vous désactivez ces méthodes, évidemment, ça ne sera pas proposé. Donc vous avez la possibilité de faire de la notification push, mais il faut l'application nécessaire. WebOSN, c'est intéressant si vous avez une clé USB compatible, et sinon, c'est mot de passe unique basé sur le temps. Donc nous, ce sera mot de passe unique basé sur le temps. Vous voyez ici que c'est de toute façon la version par défaut. Vous faites enregistrer, et vous allez voir ici, un mail est envoyé pour que vous puissiez enregistrer sur votre smartphone, par exemple, dans votre logiciel préféré, la génération de mots de passe et usage unique. Pour que ça fonctionne, cette étape-là, il faut rester dans la même session. On arrive ensuite devant l'étape scanner le QR code, donc vous avez devant vous normalement un QR code, et dans l'application que vous avez retenue, vous faites ajouter un compte, et vous scannez ce QR code pour l'ajouter. Voilà, vous faites terminer, il va falloir forcément confirmer que c'est bien le bon compte que vous avez configuré, donc on se rend dans la section qui génère le code à usage unique, on tape le code à usage unique, et ça confirme que vous avez bien trouvé le bon code à usage unique et que c'est bien vous. Voilà, et à partir de maintenant, vous pourrez vous identifier directement sur Nextcloud avec un second facteur et vous aurez accès à Nextcloud. Donc là, j'ai perdu mon cookie de session, mais c'est pas grave, je me connecte sur Nextcloud et c'est bon. Donc là, c'est l'authentification intégrée de Nextcloud, c'est pour ça que je vous disais que ça n'a pas trop d'intérêt d'avoir les deux d'activer en même temps, puisque Nextcloud sécurise déjà son authentification. On finit avec un dernier exemple, je vous montre sur une de mes machines en production donc comment j'ai réalisé la configuration. Ici ce sera sur mon NAS, vous allez reconnaître en gros ce que je vous ai montré, mais je vais vous donner quelques petits détails supplémentaires. Le truc sur lequel on va se repencher, c'est la section Access Control. Il faut bien comprendre comment elle fonctionne, parce que c'est un peu la clé quelque part de la sécurité. Une fois que vous avez fait toutes vos configurations, c'est par là où vous allez indiquer si un chemin, une URL en gros est accessible, n'est pas accessible et comment elle est accessible. Donc n'oubliez pas de bien spécifier votre réseau interne si vous utilisez évidemment la fonctionnalité de réseau interne. Vous avez vu aussi qu'on peut spécifier d'autres types de réseaux, donc vous pouvez les nommer en fonction du type d'adressage, ça peut être VPN, ça peut être etc. en fonction des cas d'utilisation, mais si vous utilisez la fonctionnalité d'adresse interne, faites bien attention que votre adressage local soit dans la liste des réseaux supportés. Vous pouvez même d'ailleurs supprimer le reste, a priori vous n'en aurez pas besoin. Et donc, les règles qui s'appliquent, il faut comprendre que les règles s'appliquent toujours du haut vers le bas, donc de la plus en haut vers la plus en bas. Et donc, si vous avez des règles très spécifiques, il faut les mettre en premier. Forcément, c'est les premières qui vont être lues, qui vont être appliquées. Dans le cas de figure d'Ocelia, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez ici en commenté les règles que j'avais faites, qui sont ce que je vous conseille en tout cas de faire, c'est-à-dire des règles sur mesure. C'est-à-dire pour chaque chemin, pour chaque domaine de mon réseau, à la fois le domaine racine et aussi des sous-domaines, donc mon dashboard, Open Media Vault, Heimdall, Duplicati, etc. Pour chaque domaine, j'ai explicitement donné des règles. Ça, je l'ai un petit peu changé, vous allez voir juste après que je l'ai modifié, mais c'était pour vous montrer en gros que vous pouvez aller dans le détail et spécifier domaine par domaine, c'est mieux. Ça vous permet d'avoir une liste de domaines autorisés, et si le domaine n'apparaît pas dans la liste, forcément c'est la politique par défaut qui est appliquée, et donc c'est le deny, donc le rejet. Donc c'est une première option. Ici vous avez la liste de tout ce que j'avais mis donc sur mon serveur Ocelia. Et évidemment, ce qui reste ici, c'est ce que vous voyez dans cette section domaine. Il y a maintenant la règle que je vous ai montrée. En gros, pour tout ce qui est Nextcloud, alors Jellyfin n'est pas exposé sur Internet. Mon serveur Jellyfin ne peut pas être accédé depuis Internet, il peut être accédé qu'en interne, et donc forcément, j'ai pas besoin de le décrire. Mais pour le domaine Nextcloud, étant donné que Nextcloud gère sa propre authentification d'utilisateur, j'ai bien conservé une politique bypass, donc je n'applique pas Ocelia sur le domaine Nextcloud. Par contre, pour tous mes autres domaines, alors je me suis permis ici de mettre une étoile, parce que de toute façon, si un domaine n'est pas défini dans Swag, il va être refusé automatiquement par Swag, il va pas être routé, avec un 404 je crois il me semble, et donc de toute façon on n'arrivera pas dans Ocelia. C'est-à-dire que jamais Ocelia va être sollicité pour demander si on a le droit d'accéder à telle ou telle ressource, puisque la ressource n'existe même pas dans Swag. Donc en gros vous pouvez faire l'impasse sur la liste exhaustive de tous les sous-domaines. Maintenant à vous de voir en fonction de vos préférences en termes de sécurité, la version du dessus ici, où on liste vraiment tout exhaustivement, est beaucoup plus sécurisante, puisque vous voyez dans le détail comment ça se comporte. Et donc, j'ai deux règles qui sont
quasiment les mêmes. En gros, ce qu'elles disent, et rappelez-vous de l'ordre de priorité, c'est d'abord, étant donné que n'importe quel sous-domaine va matcher avec ce type d'expression, puisque c'est étoile point mon domaine, donc tous les sous-domaines vont respecter ce pattern. Pour le reste, bah, évidemment, ça ne matchera pas. Si le réseau détecté est un réseau interne, c'est-à-dire si l'adresse IP d'origine est une adresse qui vient de mon réseau interne, dans ce cas-là, identification à un seul facteur, donc policy one factor. Et puis la règle d'en dessous, si les critères n'ont pas été respectés, donc éventuellement c'est pas le bon domaine ou c'est un bon sous-domaine mais ça vient pas d'un réseau interne, dans ce cas-là on bascule sur cette règle-là qui vérifie juste le domaine, et dans ce cas-là on a une politique à deux facteurs, donc vous l'avez vu avec .p. Dans ce cas-là, le second facteur d'authentification est déclenché avec la demande d'un mot de passe à usage unique. Voilà en gros. L'autre truc aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fonctionne avec, Aucelia de manière générale fonctionne avec un cookie d'authentification. C'est pour ça que le domaine est important, je vais vous le montrer dans un instant. Mais en gros, ce cookie-là authentifie votre session et permet d'être authentifié sur plusieurs de vos sous-domaines sans avoir besoin à chaque fois de se réauthentifier. Un petit exemple d'utilisation maintenant avec mon serveur en production. Donc vous voyez ici qu'on arrive sur la page d'Aucelia. Aucelia qui demande par défaut le nom d'utilisateur, le mot de passe. Se souvenir de moi, c'est pour stocker éventuellement ces données d'authentification de manière plus persistante sur dans votre navigateur en fait, donc pour éviter d'avoir tout le temps à retaper ces informations-là si vous vous reconnectez régulièrement. Donc vous pouvez cocher ce souvenir de moi. Faites attention si vous partagez la machine, si vous êtes plusieurs utilisateurs, évidemment n'oubliez pas de vous déconnecter à la fin de votre session d'utilisation. Vous avez ici la possibilité de réinitialiser le mot de passe, donc ça envoie le mail, c'est pour ça qu'il faut configurer SMTP si jamais vous avez un souci de saisie de mot de passe. Évidemment, c'est plus pour les autres utilisateurs auxquels vous donnerez accès à cette machine. Pour vous-même, vous pouvez aller directement modifier le mot de passe dans le fichier d'utilisateur, vous avez vu comment on fait. Donc on se connecte, et vous allez voir que je vais être connecté sur mon portail Heimdall, puisque là ici je me connectais à la racine de mon NAS, et vous avez ici la liste de tous mes services qui sont déployés sur cette machine-ci, ou éventuellement sur d'autres machines pour me faciliter la tâche, pour me faciliter les rebonds. Sur ces services-là, j'ai pas nécessairement besoin de me connecter. Donc on va aller sur Duplicati, par exemple. Duplicati, si je clique dessus, vous allez voir que je suis automatiquement connecté. Pour autant, ce service est sécurisé. C'est juste qu'au moment où je vous montre la connexion Duplicati, j'ai toujours dans ce navigateur mon cookie de session Aucelia, et donc je peux me connecter sur Duplicati puisqu'il voit bien que je suis toujours authentifié et que c'est bon. Le cookie en question, vous le voyez ici, c'est bien Aucelia Session, le cookie qui est sous mon nom de domaine, et donc lui, il me permet de me connecter sur les machines. Si jamais je le supprime, ce cookie, et maintenant je fais F5, vous allez voir que Aucelia me demande de me reconnecter, puisque Aucelia a perdu l'information que j'étais connecté, et donc va être obligé de vérifier qui essaye de se connecter à ce service. Donc ça vous montre que Aucelia est correctement sécurisé. Évidemment, toujours, je fais se connecter, je vais être reconnecté sur mon serveur, et ensuite, je peux aller naviguer sur un autre service, par exemple LibreSpeed. Vous voyez ici, j'ai pas besoin de m'authentifier, je passe sans problème, puisque je suis toujours connecté. Maintenant, dans le cas de figure où vous avez des services qui ont une authentification interne non délégable, donc vous êtes obligé d'utiliser l'authentification interne, par exemple FileBrowser. FileBrowser, lui, vous voyez qu'il nécessite de se connecter avec un nom d'utilisateur mot de passe, et vous ne pouvez pas facilement désactiver ça. Alors on peut, moi personnellement je l'ai désactivé, mais c'était pour vous montrer le service tel qu'il est par défaut. Il vous demande de vous authentifier, et donc ça vous impose une double authentification, avec une double gestion d'utilisateur. Donc ça c'est pareil, pour des services comme ça, l'idéal, comme vous avez vu pour Duplicati et des choses de ce type-là, vous devez les désécuriser, donc faire en sorte qu'ils ne demandent plus d'utilisateur mot de passe, et faire en sorte que toute la sécurité repose sur votre reverse proxy. Alors c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention à comment on configure son reverse proxy, pour derrière pouvoir avoir accès à ce type de service en toute sécurité et sans craindre pour la sécurité générale. Enfin, vous l'avez vu, il y a des services à délégation de sécurité possible. Donc ici, je vous montre Nextcloud. Nextcloud, je peux me connecter directement, vous voyez là-haut, avec le système d'utilisateurs directement intégré dans Nextcloud. Ça, c'est possible. Mais j'ai aussi une délégation d'authentification ici avec Aucelia. Et ça, c'est de l'OpenID Connect. C'est ce que je vous ai pas montré dans cette vidéo-là. Mais si je lance ce flow de connexion, vous voyez qu'ici, on va me demander un consentement. Donc on me dit « Bonjour, utilisateur administrateur, est-ce que vous voulez vous connecter sur Nextcloud ?» Je fais « Accepter ». Et là, j'ai rien de spécial à faire, puisque je suis déjà authentifié sur Aucelia en tant qu'utilisateur admin. J'ai juste dit « Oui, je veux me connecter sur Nextcloud ». Et je peux me connecter comme ça facilement sur Nextcloud, sans souci, juste avec cette facilité OpenID Connect. Et donc ça me permet comme ça de contourner la gestion d'utilisateurs directement
de Nextcloud. C'est bien un utilisateur de Nextcloud, cet utilisateur d'admin, mais c'est un service externe qui vient demander à Nextcloud de me faire rentrer en tant qu'admin, puisque j'ai été authentifié par un service de sécurité. Voilà, donc ça c'est le principe d'OpenID Connect, c'est un petit peu compliqué à comprendre dans le détail, donc ça nécessitera une vidéo dédiée si vous voulez qu'on en parle dans le détail. OpenID Connect, je l'ai aussi par exemple branché sur Portainer, donc vous voyez ici vous avez un login with OAuth ou une authentification interne. Si je fais login with OAuth, j'ai le même principe, consentement pour Portainer, je fais accepter et je suis connecté. Donc vous voyez c'est extrêmement pratique et extrêmement fluide à utiliser, j'ai pas besoin de m'authentifier. Une fois que je suis authentifié une fois dans Authelia, nom d'utilisateur, mot de passe et éventuellement second facteur si je suis en dehors de chez moi, j'ai accès à tous les services qui se trouvent sur cette machine sans avoir besoin de ressaisir mon nom d'utilisateur, mon mot de passe, tant que mes données d'authentification restent valides. Et quand je me déconnecte, évidemment, j'ai plus accès à rien, et vous avez, si vous le souhaitez, une URL explicite de déconnexion à Authelia quand vous avez fini tout ce que vous avez à faire. Voilà en ce qui concerne l'installation, la mise en route, la configuration d'Authelia, j'espère que pour vous c'était clair. En tout cas, une nouvelle vidéo qui vient s'ajouter à l'arc installation du Reverse Proxy Swag. L'idée c'est que vous ayez maintenant un Reverse Proxy correctement configuré et en plus correctement sécurisé. Parce qu'avec Authelia, vous avez un tas de fonctionnalités très avancées en termes de sécurisation. Et normalement, une fois que vous avez fait les choses correctement, je vous conseille d'ailleurs de bien tester les différents points d'accès à vos différents services, mais une fois que vous avez fait les choses, c'est assez systématique et vous devriez avoir un serveur ici matériellement, mais aussi un serveur logiciel web correctement sécurisé et donc pleinement exposable sur Internet. Donc vous pouvez y mettre tous vos services dont vous avez besoin. Authelia s'occupera de s'assurer que les utilisateurs sont connus, ont les bons mots de passe, éventuellement déclencher la sécurisation de la connexion si c'est nécessaire et quand c'est nécessaire. En tout cas, vous avez vu plein de petites étapes très intéressantes qui vous permettront de vraiment, quand vous exposez différents services web sur Internet, d'avoir quelque chose de sécurisé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur du Reverse Proxy ou sur autre chose. Merci et à bientôt.